bonjour. 5 mois nous séparent de l'élection présidentielle américaine et c'est un véritable saut dans l'inconnu auquel on assiste, puisque le prochain président des États-Unis pourrait bien être un condamné exposé à la prison. C'est la sentence qu'encourt Donald Trump, on le saura le 11 juillet prochain. Mais d'ici le prononcé de la peine, c'est la démocratie même reposant sur l'état de droit qui est menacée dans ses fondements. On va en parler avec Marie-Cécile Nave, sociologue, spécialiste des États-Unis, directrice de recherche à l'IRIS et auteure de Trump, la revanche de l'homme blanc aux éditions textuelles, ainsi que Géopolitique des États-Unis chez Erol, avec une nouvelle édition à paraître pour 2025. En tout cas, pour la première fois en plus de 2 siècles d'histoire politique américaine, voilà qu'un ancien président est donc condamné au pénal. Ça n'a pas l'air de dissuader les supporters de Donald Trump, bien au contraire. Retour sur les images à l'annonce du verdict avec Camille Gutin pour France Télévisions. Le visage fermé, mais déterminé, Donald Trump contre-attaque devant les médias suite à sa condamnation pour 34 chefs d'inculpation. S'ils peuvent me faire cela, ils peuvent s'en prendre à n'importe qui. Ce sont de mauvaises personnes. C'est une escroquerie, un procès truqué. Donald Trump a été reconnu coupable de falsification de comptes pour cacher des versements à une ancienne actrice pornographique, Stormy Daniels. Il aurait eu une liaison avec elle. Après 2 jours de délibération, les 12 jurés ont tranché à l'unanimité, coupable des 34 chefs d'inculpation. Une première pour un ancien président. Pourtant, à la sortie du tribunal, le millionnaire clame son innocence. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un homme très innocent. Le vrai verdict aura lieu pour l'élection de novembre par le peuple. Un verdict qui a ébranlé le pays et qui divise aujourd'hui profondément les Américains. Entre d'un côté ceux qui sont soulagés de voir la justice s'appliquer. C'est jubilatoire. Ça a mis du temps à venir. Je suis ravie, mais j'ai peur que ça ne suffise pas à l'arrêter. Et de l'autre, les partisans de Donald Trump qui crient à la chasse aux sorcières. Le procès était frauduleux, mais je pense que ça va l'aider à obtenir plus de votes. Moi, je voterai pour Trump, encore plus qu'avant. Parce que ce que font les démocrates et Joe Biden à notre pays, c'est une honte. Joe Biden, lui, a sobrement réagi en rappelant sa confiance dans le système judiciaire américain. Marie-Cécile Nave, Donald Trump vient d'effectuer une levée de fonds record, 50 millions de dollars dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce du verdict, 141 millions sur l'ensemble du mois de mai. Ce faisant, il rattrape Joe Biden qui avait pris de l'avance. Cette condamnation ne lui porte aucun préjudice. Alors, il faudra vérifier si cet argent a véritablement été récolté, parce que dans le Trumpisme, on est habitué quand même à des effets d'annonce. Des effets d'annonce et des choses qui ne sont pas encore vérifiées. Et puis, il faut savoir qu'une partie de cet argent, sans doute une partie importante, servira aussi à payer les frais de justice, parce qu'il a beaucoup d'avocats à payer, pas seulement dans cette affaire. Donc oui, auprès de ses électeurs les plus fervents, de sa base militante, et aussi du côté de l'électorat qui, bon, n'est pas très enthousiaste à l'idée de voter Trump, mais qui s'en accommodera parce qu'il promet de baisser des impôts, etc., il n'y a pas de baisse de popularité, mais ça ne suffira pas pour l'emporter. Il faut qu'il aille chercher d'autres électeurs, d'autres électrices, et c'est là que les difficultés commencent quand même pour lui. Alors, vous dites l'électorat ne lui porte pas préjudice, mais ça va même au-delà de ça. Il y a un phénomène d'engouement pour sa personnalité. Comment expliquer qu'autant d'Américains font bloc autour de Donald Trump malgré sa condamnation? Oui, il y a une partie de l'électorat républicain qui est assez stable, qui lui voue un culte de la personnalité, ça c'est certain, et qui a été complètement derrière lui pendant les primaires, ce qui lui permet de les remporter triomphalement. Mais l'élection de novembre, c'est une autre paire de manches, il le sait très bien, il faut qu'il aille séduire une autre partie de l'électorat. Et ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que certes, il commence à séduire chez les jeunes, ceux qui n'étaient pas encore conscients des enjeux politiques, parce qu'ils étaient adolescents ou enfants pendant sa présidence de 2016, donc ils ne voient pas très bien qui est le Trump, ou parmi les minorités ethniques, et notamment chez les jeunes, chez les hommes non diplômés de l'enseignement supérieur, il semble séduire une certaine partie de l'électorat, mais ce n'est pas des gens qui ont nécessairement voté en 2020, ce n'est pas des gens qui suivent l'actualité politique et qui ont un rapport un peu distant à la politique. Donc c'est une autre base électorale assez fragile. Il a été reconnu coupable, tout de même, de 34 chefs d'inculpation. La totalité, c'est véritablement accablant.
Oui, là, quand même, une ligne a été franchie, hein, très clairement, et on va voir si dans la durée, ça peut dissuader ces électeurs qui seraient jusqu'ici enclins à voter pour lui, mais qui se disent quand même, bon, là, on a passé dans une autre dimension, on peut dire. Il a été condamné, c'est important de le rappeler, par un jury populaire à l'unanimité. Ce n'est pas un juge ou une juge qui décide au vu d'un dossier, c'est vraiment un jury qui a été convaincu. Donc, un certain nombre d'électeurs, d'électrices peuvent aussi s'identifier à ce jury-là en disant, voilà, c'est quand même des gens comme vous et moi. Il y a des faits matériels, des éléments objectifs qui ont convaincu l'unanimité de ce jury. La justice, en tout cas, vient donc percuter le calendrier de cette élection, Mathieu Mabin. Ce n'est évidemment pas la première fois et encore moins la dernière que Donald Trump est présenté devant ses juges. Il devra notamment s'expliquer bientôt sur son rôle dans les événements du 6 janvier. Mais pour la première fois, en revanche, le candidat Trump est apparu usé. Usé par la procédure, les procès à répétition et surtout par ce calendrier judiciaire qui perturbe son calendrier de campagne. L'affaire fait grand bruit à l'étranger, elle a beaucoup moins passionné ici aux États-Unis. Un peu d'ailleurs comme un autre procès, celui de Hunter Biden, cette fois, qui a démarré cette semaine dans un tribunal du Delaware, où le fils du président risque une condamnation après avoir fait une fausse déclaration pour acheter une arme à feu. Une maigre consolation pour Donald Trump et donc une succession d'affaires impliquant les principaux personnages de la scène politique américaine, mais rien à ce stade qui puisse lever la menace bien réelle, cette fois, d'une forte abstention le 5 novembre prochain. Marie-Cécile Nave, il y a ce procès contre le fils de Joe Biden, Hunter, pour possession d'armes à feu, alors qu'il était victime d'addiction aux stupéfiants, des faits présentés par les Républicains comme d'une gravité extrême. C'est disqualifiant, ça vous fait sourire, c'est disqualifiant pour Joe Biden de la même manière que ce pourquoi Trump lui a été condamné. Oui, je souris parce que les Républicains considèrent que Trump a été condamné injustement, alors qu'Hunter Biden, c'est vraiment le plus grand criminel de tous les temps. En plus, il a fait amende honorable, Hunter Biden, et le président Biden a dit qu'il ne gracierait pas son fils si jamais il était condamné. Donc, il y a un storytelling qui est quand même très différent. Oui. Un respect de la justice de la part de Joe Biden. Oui, de la famille Biden, alors que du côté de Trump, c'est absolument pas le cas. On a même l'establishment républicain qui est vent debout contre la justice. Et puis il y a eu ce gag order, l'interdiction de dénigrer justement le juge ou les jurés. Oui, et Donald Trump a écopé d'une dizaine d'amendes de $1000 par le procureur en charge du dossier parce qu'il ne respectait pas le silence vis-à-vis des jurés, des juges et de la justice. Non, on ne peut pas mettre ces deux affaires en miroir. C'est vraiment très, 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 très différent. D'abord parce que, pour les éléments que j'ai dit, d'un côté on respecte la justice et d'un autre côté on ne la respecte pas, et aussi parce que, malgré tous leurs efforts, les républicains du Congrès n'ont pas réussi à démontrer la moindre once d'indice que Joe Biden était impliqué dans les affaires de son fils. Il y a eu une tentative d'impeachment aussi contre lui, mais le dossier est vide. Donc c'est quand même très, très différent. C'est pourtant pour Trump la condamnation d'une falsification comptable, un délit qui fait de lui un délinquant, mais pas un criminel contre l'État américain. Alors, il a tué personne, ça évidemment, mais c'est quand même un délit assez grave parce qu'il est jugé coupable d'avoir falsifié des comptes de campagne, d'avoir utilisé de l'argent de la campagne pour faire taire Stormy Daniels. Et donc, ex-actrice pornographique, donc qui prétend avoir eu une liaison avec Donald Trump. Voilà, qui dit avoir une liaison avec lui. Lui, il le nie jusqu'au bout, mais enfin, il y a beaucoup d'indices concordants quand même. Il est condamné pour avoir trompé les électeurs, en fait. Ça, c'est quand même un délit très grave pour la justice américaine. Oui, car en effet, s'il vient d'être condamné dans cette affaire Stormy Daniels, Donald Trump fait aussi l'objet d'autres enquêtes judiciaires, Maya Anaïs-Yatagen. Oui, il fait face à 3 autres affaires criminelles. La première, c'est celle-ci, celle qu'on appelle des documents classifiés. Il les aurait emportés après la fin de son mandat, des plans militaires, des informations sur des armes nucléaires qui se seraient retrouvées dans des cartons, notamment dans les toilettes de sa résidence privée en Floride. Trump risque 10 ans de prison par chef d'accusation. Il a plaidé déjà non coupable dans cette affaire fédérale très compliquée. Le dossier fait plus d'1 million de pages. Le procès aurait dû se dérouler le 20 mai dernier. Mais il a été reporté sine die. Il y a une deuxième affaire fédérale. Celle-ci, selon les procureurs, Donald Trump aurait propagé de fausses informations, utilisé l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 pour rester au pouvoir. Là aussi,
Trump a plaidé non coupable. Pas de date prévue pour le procès car la défense de Trump a réussi à soulever une question auprès de la Cour suprême sur son immunité présidentielle. Une troisième affaire, toujours sur des tentatives de manipulation du scrutin, mais seulement dans un État, cette fois-ci la Géorgie. Trump est accusé d'avoir demandé à un officiel de l'État de lui trouver 11 780 voix pour battre Joe Biden. Là aussi, il risque de la prison. Il a plaidé non coupable et le procès n'aura pas lieu avant l'année prochaine. À savoir que c'est la seule affaire non fédérale. Cela signifie que ce serait la seule où Trump ne pourrait pas s'auto-pardonner en cas de victoire en novembre. Ça, c'était pour les affaires criminelles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des affaires au civil où Donald Trump est empêtré. Récemment, il a été condamné pour avoir enjolivé sa situation financière pour obtenir des prêts intéressants. Il a d'ores et déjà fait appel. Marie-Cécile Nave, de toutes ces affaires, c'est la détention de documents d'État classifiés dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago qui est la plus grave, la plus accablante pour Donald Trump. Les 3 affaires au pénal sont extrêmement graves. On est quasiment dans une affaire de complot contre l'État, donc ce sont des choses quand même extrêmement graves. Et grâce à la stratégie dilatoire des avocats, mais aussi une certaine complaisance de la Cour suprême, qui d'ailleurs devrait rendre son avis d'ici la fin du mois de juin, sur l'immunité présidentielle. Mais il a réussi à retarder au maximum ces procès qui auront lieu après le 5 novembre. Dans toutes ces affaires, il y a aussi la tentative d'influencer le résultat de l'élection de 2020. Il est important que la justice passe avant l'élection de novembre. C'est difficile de le dire, il faudrait demander ça peut-être aux juristes, mais... Ou est-ce qu'il vaut mieux en gros laisser aux juges prendre leur temps, le temps nécessaire pour rendre une décision sereine, hors de tout contexte électoral? Alors, les juges prennent leur temps, on est plutôt, comme je l'ai dit, dans la mise en place d'une stratégie de gagner du temps de la part des avocats et avocates de Trump. Il me semble quand même que, avant une échéance aussi importante, ça aurait été bienvenu qu'on soit au clair, que l'électorat américain soit au clair sur ce qu'il a vraiment fait, sur pourquoi il peut être ou non condamné dans le refus de reconnaître. Alors il y a côté républicain et dans le camp de Donald Trump les accusations selon lesquelles le contexte électoral fait peser aussi sur les juges et les jurés une énorme pression. N'est-ce pas aux électeurs finalement de trancher? On entend beaucoup cet argument. C'est ce qui se passera de toute façon. Ce qui est important peut-être de rappeler ici, et on le voit beaucoup dans la presse américaine, c'est beaucoup relaté dans la presse américaine et dans un certain nombre d'études d'opinion ou d'études scientifiques, c'est que le rapport à l'information fiable est un marqueur majeur du vote pour le 5 novembre. C'est-à-dire selon qu'on s'informe grâce à des sources d'information fiables, c'est-à-dire la presse écrite, un certain nombre de chaînes de télévision, ou selon qu'on s'informe, entre guillemets, via les réseaux sociaux ou certaines bulles de réseaux sociaux, on n'a pas du tout le même rapport à la politique et on ne soutient pas du tout le même candidat. Et ça, c'est intéressant. Un téléspectateur de Fox News ou de Sirius XM, des radios comme ça, sera beaucoup plus tenté et convaincu surtout par les arguments de Donald Trump, y compris concernant son innocence, qu'un téléspectateur de CNN ou un lecteur du New York Times. Mais pas seulement la presse, selon le côté partisan de la presse ou qu'on estime partisan, mais aussi le fait qu'on s'informe sur YouTube, s'informe avec beaucoup de guillemets sur YouTube, sur Google, sur Twitter et uniquement dans sa communauté, entre guillemets, dans sa bulle. En silo, comme on dit. En silo, on n'a pas du tout le même type d'information. Et donc l'information fiable, plus on s'informe à des sources d'information fiables, plus on est enclin à voter Biden aux États-Unis et inversement côté Trump. C'est pour ça que Trump a tout intérêt à alimenter jusqu'au bout le récit de la justice truquée, de la chasse aux sorcières, de la persécution contre lui, même si, évidemment, les faits sont sans doute très différents. Oui, plus c'est gros, plus ça passe, aurait-on dit il y a quelques années. En tout cas, face au harcèlement incessant de Donald Trump et des Républicains, Joe Biden s'est décidé à trancher le problème numéro 1 que lui reprochent ses adversaires, l'immigration. Le président américain décide de fermer temporairement la frontière sud aux migrants clandestins en provenance du Mexique. Inédit de la part d'un démocrate, la mesure vise à répondre aux moyens drastiques déployés par le gouverneur républicain du Texas. Voyez un extrait du magazine Reportage pour France 24 signé Fanny Allard. Ce groupe de migrants tente d'entrer aux États-Unis après avoir traversé le Rio Grande, la rivière qui sépare le pays du Mexique. Mais à Eagle Pass, la garde nationale du Texas fait désormais barrage. ¿De dónde están? Colombia. Por mis niños.
No han comido, no han tomado agua, por favor. Que sea una botellita de agua para ellos. Une scène presque devenue banale. La garde nationale a pris le contrôle de Shelby Park en janvier, après des arrivées clandestines records. En décembre, jusqu'à 11 000 personnes par jour entraient illégalement aux États-Unis. Depuis, les ordres sont clairs, empêcher l'accès au territoire. Pasado frío, si hemos pasado hambre y hemos hecho lo que ustedes nos han dicho, que se corran para allá, nos hemos corrido para allá, que se corran para allá, nos hemos corrido para allá. Tienen que entender nuestra parte. Están jugando con nosotros. Pues tienen que entender nuestra parte, nosotros no podemos, es nuestro trabajo, es la ley. Pero nosotros no podemos. No estar en este lado. Y todos ustedes. Pero eso lo pudieron haber pensado. De las necesidades que pasamos cada uno de nosotros. Pero eso lo pudieron haber pensado antes de cruzar el río. Lo hemos pensado tanto. Marie-Cécile Nave, les flux migratoires à la frontière sud étaient vraiment devenus incontrôlables. C'est là le problème majeur aujourd'hui des États-Unis? C'est pas le enfin, il y a d'autres problèmes en plus de celui-là, mais c'est un problème majeur parce qu'effectivement, on était à 10 fois plus que les flux normaux de migrants à cet endroit-là des États-Unis. Donc ça devenait intenable pour les autorités. Et c'est une mesure qui est provisoire le temps que les choses se régulent un petit peu. En décidant par décret de suspendre l'entrée aux États-Unis pour tous ces clandestins, Joe Biden se met à dos une partie de ses propres élus, des démocrates? Je ne crois pas, parce que ça fait partie quand même d'une politique qui est très différente de la politique de Trump, où il y avait une séparation entre les parents et les enfants. On est dans une politique qui reste dans quand même d'une humanité propre à une démocratie. Et ensuite, parce que les élus, y compris les élus démocrates des États du Sud, des États-Unis, voient bien que c'est une situation intenable, ils en ont aussi besoin pour garder leur crédibilité auprès de leur électorat. C'est une demande aussi de l'électorat démocrate. Concrètement, ça veut dire quoi? Refouler les candidats à l'immigration par la voie légale, expulser systématiquement ceux qui ont franchi la frontière illégalement? Oui, c'est ça, le temps que les flux d'entrée redeviennent retrouvent un rythme qui est gérable pour les autorités. Ouais. Au-delà de l'immigration, il reste de nombreux points sur lesquels s'opposent frontalement les programmes de Joe Biden et Donald Trump, Maya Naissiat-Hagen. Eh bien oui, sur l'économie, tout d'abord, Trump promeut le protectionnisme avec une hausse des droits de douane. Il veut également baisser les impôts pour les très riches et les grandes entreprises, là où Biden veut les augmenter pour continuer à investir dans l'industrie américaine, avec en parallèle de grandes réformes sociales, notamment en santé et en éducation. Autre cheval de bataille de Joe Biden, c'est la transition écologique, là où son adversaire reste farouchement pro-énergie fossile. En politique internationale, le principal point de discorde, c'est sur l'Ukraine. Biden veut continuer à soutenir Kiev coûte que coûte, là où Trump a lui affirmé par le passé qu'il encouragerait la Russie, je cite, à faire ce qui lui chante contre un allié de l'OTAN s'il ne payait pas assez. Et enfin, d'un point de vue politique intérieur, eh bien là, c'est le combat classique entre les démocrates et les républicains sur un certain nombre de sujets, comme par exemple l'avortement, la crise des opioïdes ou les armes à feu. Biden veut plus de restrictions, là où Trump a promis de détricoter la législation mise en place par Biden, l'une des plus importantes régulations des armes à feu depuis des décennies. Merci Maya Naissiat-Hagen. Alors Marie-Cécile Nave, il y a un point qui risque d'être le principal point de clivage, peut-être aussi le principal point de mobilisation en novembre. C'est la question de l'avortement. L'avortement, c'est un sujet majeur aux États-Unis aujourd'hui et c'est un sujet majeur dans tous les scrutins qui ont eu lieu dans le pays depuis l'arrêt Dobbs, justement, oui, qui remet en cause Roe versus Wade, qui était précisément la possibilité pour les États, effectivement, et la légalisation surtout au plan national de l'avortement. La constitutionnalisation de l'avortement qui a été réduite en poussière par l'arrêt Dobbs de juin 2022, qui fête donc ses 2 ans et qui laisse aux États fédérés la liberté de l'interdire, de le restreindre ou de l'autoriser. Tous les scrutins qui ont eu lieu depuis, que ce soit les élections de mi-mandat, que ce soit des référendums sur cette question ou des élections anticipées pour des postes de députés, sénateurs, etc., ont vu la victoire des pro-avortements. Pourquoi? Parce que depuis la Covid, ce n'est plus seulement considéré comme un sujet propre aux droits des femmes, c'est un sujet de liberté individuelle. L'État n'a pas à décider
ce que je fais de mon corps et de ma liberté, liberté corporelle. L'État au sens des États, puisque auparavant c'était une prérogative constitutionnelle qui s'imposait à tous. Liberté est donnée désormais aux États de légiférer comme bon leur semble. C'est la ligne sur laquelle est Donald Trump. Lui ne veut pas revenir constitutionnellement, en tout cas imposer l'interdiction de l'avortement au niveau national. Il a compris que c'était un chiffon rouge. Il est poussé par le Parti républicain et par tous les gros lobbies anti-avortement pour lesquels l'arrêt Dobbs de juin 2022 n'est qu'un début, n'est pas une fin, mais n'est qu'un début pour aller vraiment vers une loi fédérale, une loi nationale qui interdirait l'avortement. Lui est beaucoup plus prudent, du moins dans le discours aujourd'hui, parce qu'il a très bien compris, en référence à ce que je viens de dire à l'instant, c'est que c'est très démobilisateur pour un électorat républicain, chez les femmes, chez un électorat conservateur modéré, qui n'accepte pas de nouvelles restrictions en la matière. Ça va bien au-delà de l'électorat démocrate. Alors il y a un point peut-être où se retrouvent Donald Trump et Joe Biden, c'est la guerre commerciale envers la Chine. La politique américaine est devenue peut-être plus ciblée en revanche sous Joe Biden, mais l'un comme l'autre sont partisans du rapport de force avec Pékin, Lou Kissiela. La rivalité avec la Chine, c'est peut-être le sujet le plus bipartisan sur une scène politique américaine très divisée. La guerre commerciale a commencé en 2018 pendant le mandat de Donald Trump. Son administration avait alors imposé des barrières douanières sur des centaines de milliards d'euros de biens chinois. Une réponse à des pratiques commerciales jugées déloyales comme les transferts de technologie ou les subventions publiques massives aux entreprises d'État. Joe Biden avait ensuite continué cette guerre commerciale, mais de manière plus ciblée, par exemple pour restreindre l'accès de la Chine aux microprocesseurs. Aujourd'hui, les deux candidats à la présidence américaine renchérissent pour se montrer le plus dur possible avec Pékin. Joe Biden a par exemple annoncé une taxe à 100% sur les véhicules électriques chinois. Donald Trump, lui, a promis, s'il est réélu, de taxer à 60% toutes les importations chinoises. Alors, qu'en pense Pékin? Pas de commentaire officiel, mais un expert chinois a récemment déclaré que peu importe qui gagnera l'élection de novembre, le résultat sera forcément, je cite, un poison pour la Chine. Deux candidats durs avec la Chine, Marie-Cécile Nave, il n'en va pas de même avec la Russie, où là, Donald Trump dit qu'en 24 heures, il est capable de ramener la paix en Ukraine. On a compris peut-être en forçant Kiev. Oui, et puis bon, les relations avec Poutine sont assez troubles du côté de Trump. C'est sans doute aussi pour ça que Joe Biden, en visite en Normandie pour les 80 ans du débarquement, a rappelé l'attachement à l'OTAN. L'attachement à la démocratie, à la défense de la démocratie, c'est un point majeur de discorde entre les deux, dont on aurait pu parler à l'instant. Et effectivement, oui, c'est un sujet sur lequel il y a un très fort désaccord. Et les Européens ont raison de s'inquiéter sur ce point à minima d'un retour de Trump au pouvoir. C'est-à-dire que vraiment, on peut craindre un désengagement de Trump, sinon de l'OTAN. Il ne pourrait pas le faire comme ça si facilement pour des raisons constitutionnelles et législatives, mais de l'ensemble des alliances, de l'ensemble du multilatéralisme. Les États-Unis étaient sortis de l'OMS, étaient sortis de l'UNESCO, etc. Y compris sur la solidarité que garantit aux membres de l'OTAN le fameux article 5 en cas de conflit avec un État tiers. Pour l'instant, enfin, s'il arrivait au pouvoir comme ça, sans un congrès à majorité républicaine, non, ça serait beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, c'est une possibilité, et lui en fait la promesse à demi-mot. Ouais. Énorme différence aussi s'agissant du climat. On s'en souvient, 6 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, c'était en 2016, Donald Trump retirait les États-Unis de l'accord de Paris. Retour en images sur cette décision avec Olivier Martin à l'époque pour France 3. Après avoir longtemps entretenu le suspense sur ses intentions, c'est dans les jardins de la Maison-Blanche que Donald Trump annonce hier sa décision, dans un discours au ton isolationniste et volontiers provocateur. Les États-Unis vont quitter l'accord de Paris sur le changement climatique. Je ne peux pas en toute conscience soutenir un accord qui punirait les États-Unis, et c'est ce qui était prévu. Alors que nous sommes les meilleurs dans la protection environnementale, on ne va pas se laisser imposer des obligations par les plus grands pollueurs. Le président américain renie l'accord historique conclu en décembre dernier par 195 pays, dont les États-Unis. Il sème la stupeur et la consternation dans le monde entier. L'un des premiers dirigeants à réagir est Emmanuel Macron. Dans une allocution solennelle, le chef de l'État français dénonce fermement la décision de Donald Trump.
La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite, elle, plus déterminée que jamais à agir pour le climat. La Chine elle-même s'offusque du retrait américain. Avec l'Europe, elle affirme une position commune dans la lutte contre le réchauffement climatique. La Chine, premier pollueur au monde avant les États-Unis, promet d'appliquer l'accord de Paris. Marie-Cécile Nave, il faut s'attendre, s'il est élu à nouveau, à ce que Donald Trump revienne sur les engagements des États-Unis en matière de climat. Oui, c'est très probable. D'ailleurs, c'est plus ou moins déjà dans le projet de société présenté par Trump, une dérégulation encore plus grande et un retour sur les dérégulations que Biden avait re-régulées, si je puis dire, sur les forages pétroliers, sur la protection des parcs naturels, sur le contrôle sur les entreprises les plus polluantes, sur les grandes lois aussi qu'a fait voter Biden. C'est un grand réformateur quand même, Biden, avec l'Inflation Reduction Act en faveur de l'industrie verte, etc. Oui, c'est-à-dire que s'il redéclarait ce genre de choses, ça serait symbolique, mais ça s'accompagnerait de politiques publiques très concrètes aux États-Unis et dans le monde, avec un rejet du multilatéralisme sur ces questions. Retour sur la parole donnée, y compris dans les traités internationaux, c'est la signature même des États-Unis qui est en jeu, contestation du système électoral américain. Il y a vraiment un risque de dérive démocratique dans ce qui est considéré, après l'Inde, comme la plus grande démocratie du monde aujourd'hui. En tout cas, c'est les déclarations de Trump, la manière dont il se comporte vis-à-vis de ses adversaires, vis-à-vis de boucs émissaires qu'il construit aux États-Unis. Son admiration proférée pour des personnages comme Orban. Sa fascination pour les dictateurs, tout ceci laisse penser qu'effectivement, il y aurait une dynamique vers un pouvoir autoritaire, une fascination peut-être pour les régimes fascistes. Après, il faut voir aussi qu'il y a d'autres élections le 5 novembre. Il y a l'ensemble de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et des élections locales qui font qu'il ne pourrait pas gouverner tout seul. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave d'avoir été avec nous. Rendez-vous pour cette élection, ce sera en novembre. Et pour nous, la semaine prochaine, pour une nouvelle émission du Monde dans tous ses états. Et d'ici là, sur notre site internet, émission à revoir sur France24.com. Très bonne semaine à vous.